Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemasjulie.com, tome 3, volume 6. J'ai l'immense plaisir de vous offrir comme cadeau de Noël la charmante et bien-aimée Marie Grégoire. Bonjour Marie. Ah, bonjour, ça va bien? Mon Dieu, c'est gentil. J'aurais dû me mettre une petite boucle. Peut-être sa page couverture avec la photo, qui sait? Oui, c'est ça, un petit cadeau. Le petit casque. Marie, si on peut te présenter, ça c'est très complexe parce que tu es très polyvalente et talentueuse. Alors, Ah, est-ce c'est qu'on te gentil. présente comme une communicatrice hors pair ou une femme de politique ou une chroniqueuse alliée? Je ne sais pas. Ah, c'est intéressant parce que moi, je me présente toujours comme communicatrice multifonction. Alors, Ah! je suis une personne qui, effectivement, a fait sa carrière en communication, mais à différents niveaux. Donc, on le sait devant la caméra pour certains qui m'ont peut-être suivi, mais aussi derrière la caméra et dans le monde corporatif, donc dans des grandes entreprises comme dans des petites entreprises. J'ai été aussi à mon compte, donc je suis une entrepreneur aussi. Mais le fil conducteur, c'est évidemment les communications. Est-ce qu'on peut partir de tes origines, s'il vous plaît? Bien, certainement. Alors, petite fille de Berthierville, c'est exact? Tout à fait. Issue d'une famille dont les affaires et la politique étaient comme le brand principal. Ah, tellement. Puis c'est vraiment ça, là, parce que moi, j'ai dans mon ADN, dans le fond, l'origine, c'est ce que j'aime, c'est finalement ce qui est à mon origine. Hein. Donc, moi, j'ai un grand-papa, un papa entrepreneur, donc j'ai ça dans moi. Puis les deux, puis moi, je dirais des deux côtés de ma famille, parce que du côté de ma mère comme du côté de mon père, l'engagement, c'était prioritaire. Donc, de chacun des côtés, puis mon autre grand-père aussi était entrepreneur en soi parce qu'il était agriculteur. Donc, c'est vraiment dans moi de vouloir comme développer des nouveaux projets, être capable de nourrir des nouvelles idées. Donc, ça fait effectivement partie de qui je suis, puis c'est comme ça que je l'ai développé. Marie, si on peut ouvrir la porte, ton grand-père a été le créateur fondateur des entreprises Richard. Tout à fait. Avec son frère et son beau-frère, ils étaient, puis moi, c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel dans son histoire à lui, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père avait une entreprise de machinerie, donc de machinerie fixe. Il faisait de l'artillerie, donc il contribuait à l'effort de guerre. Et en 1943, adonne qu'il doit aller dans une funéraille de l'autre côté de la rive, donc dans le bout de Sorel, hein, pour les gens qui connaissent la région, le vis-à-vis de Berthier, c'est Sorel. Alors, et un de ses cousins, si ma mémoire me sert bien, lui dit qu'il y a une famille qui a une petite entreprise à vendre. Et cette entreprise, c'est M. Richard avec ses deux garçons qui veulent vendre leur fonds de commerce et ils vont traverser tout l'équipement en chaland parce que mon grand-père se dit il faut diversifier les affaires parce que la guerre achève. Il faut se rappeler, on est en 1943. Je trouvais que quand même, il fallait être visionnaire un peu. Et donc, ils ont traversé tout l'équipement en chaland sur l'autre rive et tranquillement, pas vite, ils ont commencé à produire les outils qui vont devenir. Donc, ils ont gardé le nom de Richard parce que dans leur perspective à eux, Richard, ça se traduisait beaucoup mieux en anglais que Grégoire et Pamphilie, qui était le nom de famille de mon grand-père et de son beau-frère. Donc, ils étaient ensemble en affaires avec le frère de mon grand-père. Donc, deux Grégoire et un Pamphilie. Et là, ça faisait Grégoire and Pamphilie. C'était pas très bon au niveau du marketing. Alors, tandis que Richard, ça se disait très, très bien. Et ils avaient beaucoup d'ambition pour leur entreprise, qui va devenir un fournisseur pan-canadien d'outils à main. Donc, les petits grattoirs, tous les petits couteaux jaunes et verts que vous avez dans la boîte à outils, ben ça va être ça. Et oui, donc, c'est comme, je trouve que c'est un homme qui n'était, j'ai toujours dit, qui n'était pas un ingénieur, mais qui était un ingénieux. Donc, il a développé, quand ils ont acheté à la base, il y avait 20 différents nouveaux produits. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais quand moi, j'ai quitté l'entreprise, il y en avait plus de 300. Intéressant parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que ton grand-père vous aimait beaucoup et qu'il vous avait pris sous son aile. Ben, en Et fait, c'est ça. C'est intéressant parce que on avait une relation, comment je dirais? C'est une relation il mettait au défi toujours. Alors, puis moi, je voulais, quand j'étais plus jeune,
je voulais pas être une fille, je voulais être un gars. Tu sais, parce que je trouvais que, tu sais, ça avait plus de place. Ça, évidemment, tu sais, puis on se souvient, tu sais, les petites filles avaient leur façon de faire, puis les petits garçons avaient leur façon de faire. On n'était pas en 2020. Et donc, moi, je voulais travailler dans l'usine, contrairement à ma sœur puis à mes cousines qui, elles, travaillaient dans le bureau. On disait ça comme ça, donc ils travaillaient plus à l'administration et tout ça. Alors, moi, je suis rentrée dans l'usine, puis effectivement, mon grand-père m'a pris sous son aile et j'ai pu travailler dans les différents départements, donc travailler à l'outillerie, donc faire des moules. Ils m'ont envoyé un été à Saint-Hyacinthe, apprendre à faire des moules de plastique parce que je voulais être ingénieure à ce moment-là. Donc, c'est oui, mais en même temps, ils me mettaient, comme je disais, toujours un peu au défi. Et à un moment donné, je me souviens très bien, je voulais aller skier en Europe et je m'étais ramassé des sous, mon père m'avait aidé, tout ça. Puis je partais avec des amis, j'avais décidé d'aller là au mois d'août pour le mois de janvier. Donc, j'avais acheté mon voyage au mois. Et là, dans sa tête à lui, j'allais me tuer. Tu sais. Aller dans les Alpes, là, c'était pas possible. Alors, ça faisait partie, il était aussi en même temps un peu trop poule, mais il me mettait au défi dans l'usine, ça, c'était pas un problème. Tu as été à l'Université d'Ottawa faire des études pour la communication, effectivement. Parenthèse, ça fait quoi d'aller à l'école avec Roch Voisine? Ah! Je ne l'ai pas croisé, malheureusement. Oh non! J'aurais bien aimé sûrement. Mais non, c'est ça, j'étais pas dans la même cohorte. Mais c'est une université qui est assez particulière, puis évidemment qui fait la manchette ces jours-ci, pas pour les meilleures raisons du monde. Mais c'était une université, pourquoi j'avais choisi cette université-là? C'est que j'étais bien impliquée en politique quand j'étais jeune adolescente, jeune adulte. Et il y a un moment donné, je n'arrivais pas à vraiment me concentrer sur mes études. Je suivais des cours à l'université, mais je n'étais pas dans un programme parce que ça prenait du temps s'inscrire dans un programme. Puis moi, j'avais mon temps, je m'en servais dans mon engagement. Et donc, à un moment donné, là, j'ai décidé que je prenais le taureau par les cornes. Je m'éloignais de la politique québécoise, donc à Ottawa. Puis j'allais compléter mon bac parce que pour moi, c'était quelque chose qui était important. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi Ottawa, ce qui ne m'a pas empêché de rester quand même un peu engagée parce que je suis devenue présidente de mon département, engagée dans différents projets parascolaires, mais quand même, ça m'a permis de compléter, puis pour moi, c'est ça qui est important. Ça t'a permis aussi d'apprendre l'anglais, j'imagine. Bien, il faut dire que l'anglais, c'est quelque chose qui était omniprésent dans ma famille, dans le sens où on en a parlé tantôt avec la Richard. Donc, l'entreprise avait des représentants partout à travers le Canada et vendait partout à travers le Canada. Puis, il faut le dire, Berthier, c'est pas Montréal, il n'y a pas 32 hôtels. Alors, il y a même eu des moments où il n'y avait pas d'hôtel qui permettait d'accueillir les gens qui venaient visiter l'entreprise, par exemple, pour faire des affaires et tout ça. Alors, chez nous, on recevait beaucoup, soit les fournisseurs, soit les représentants qui représentaient la Richard à travers le Canada, ce qui faisait en sorte qu'on était comme beaucoup en contact avec l'anglais. Et pour mon père, c'était bien important, puis pour ma mère aussi, qu'on apprenne l'anglais. Donc, l'été de mes 16 ans, je suis allée passer un été à Toronto, justement travailler à la Richard, mais on avait des bureaux là-bas puis un entrepôt là-bas. Donc, je suis allée travailler à l'entrepôt et je suis retournée une année ou en fait 6 mois quand j'ai pris une petite pause de l'université avant de rentrer à l'Université d'Ottawa. Donc, déjà, j'avais cette volonté-là et dans mon bac, on avait la possibilité quand on rentrait à l'Université d'Ottawa, de passer un examen. Et si on satisfaisait les différentes exigences, on n'avait pas à suivre de cours en anglais. Donc, moi, j'ai fait mon bac en français parce que je maîtrisais suffisamment l'anglais pour être reconnue pour avoir un bac bilingue. Ah, intéressant. Mais finalement, est-ce que tu t'es amusée? Comment tu as vécu ta jeunesse? Parce que là, je vois une personne hyper responsable, hyper impliquée, hyper dévouée. Avec ça, ça prend tout l'espace, là. Ben, c'est vrai que j'ai pas, faudrait demander à mes parents, là, mais j'ai pas l'impression d'avoir été très tannante. J'ai pas l'impression d'avoir souvent dépassé les bords. J'ai quand même été, tu sais, j'ai quand même eu du plaisir. Je sortais quand même avec mes amis et tout ça. Mais j'ai pas, tu sais, comme, je dirais, il y a peut-être un été où où j'ai fait vraiment le party, mais à part ça, vraiment, pas tant.
parce que j'aimais mieux, j'étais plus satisfaite de m'engager, de contribuer. Fait que ça me satisfaisait pleinement, puis ça me permettait d'avoir plein d'amis. Donc, on faisait on faisait des parties, mais des parties de gang de politique, après un congrès, après une réunion. Fait que c'était plus ça ma vie que de sortir dans les bars, si on veut. Et là, un coup que Toronto est fini, le stage est fait et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Marie, elle commence vraiment à assumer sa fonction de je suis plus étudiante et avec des jobs d'étudiante où j'apprends énormément. Mais là, il y a une carrière qui s'ouvre et qui se place. Oui, puis c'est particulier parce que quand on grandissait, puis c'est le cas de beaucoup de jeunes qui ont grandi dans un contexte où il y a une entreprise familiale qui prend beaucoup de place. Donc, il n'y a pas 1 million d'options qui s'offrent à toi. En fait, l'option, c'est d'aller travailler dans l'entreprise familiale. J'avais des cousines qui avaient été en mesure de dire non, mais comme c'est pas ma spécialité de dire non, j'ai comme rapidement bifurqué vers la Richard. Mais au départ, j'avais mis mon pied à terre. Je voulais faire des contrats, faire autre chose, ne pas faire que ça, parce qu'il faut dire que pendant toutes mes études, j'ai travaillé pour l'entreprise familiale. Hein. Je m'occupais du marketing, je faisais toutes sortes de choses en même temps que j'étudiais. Donc, quand j'ai fini mes études, je disais à mon père, moi, je vais travailler, oui, pour l'entreprise, mais je vais faire aussi des mandats à l'extérieur, ce qui m'a amené à travailler dans une agence de pub, à faire différents mandats de relations publiques et tout ça. Et à un moment donné, là, j'ai vraiment décidé de travailler à temps plein à la Richard, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu certaines frictions, comme dans toutes les bonnes entreprises familiales, et mon père a vendu sa participation, ce qui a fait en sorte que moi, je terminais mon engagement. C'était comme toute la famille qui s'est retirée. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà commencé à faire aussi des mandats en communication. J'avais une petite boîte qui s'appelait Créacom, puis je faisais ça en plus de mon travail. J'ai toujours été un peu workaholic quand même. Et, à peine. Et donc, j'ai continué à faire ça pendant plusieurs années jusqu'à temps de m'en aller en grande entreprise puis de travailler pour Bell, IBM et tout ça avant de faire de la politique. Là, OK. Parce que là, tu as aussi une entreprise aujourd'hui, là, qui est, dans le fond, tu as été la fondatrice de TAC, qui est une intelligence conseil, oui. Mais ça, écoute, comme je fais beaucoup de choses, oui, c'est ça, j'ai vendu TACT, mais effectivement, j'ai eu donc 2 entreprises de communication dans ma vie. J'ai eu Créacom, donc jusqu'à temps que je fasse de la politique. Je l'ai fermé quand je suis entrée en politique. Et ensuite de ça, plus tard dans ma vie, après être allée en grande entreprise et avoir occupé différentes fonctions de direction dans différentes organisations, là, j'ai fondé TACT avec mes trois collègues et j'ai vendu pour vraiment me concentrer dans le monde des médias. Là, vie politique, là, c'est 2002 où là, tu es députée de la circonscription de Berthierville. Ben, de Berthier, oui, de Berthier, parce que c'est l'ensemble. Hein? Berthierville fait partie du comté. D'accord, merci de la précision. Et là, c'était sur le chapeau de l'ADQ en alliance avec Mario Dumont. Est-ce que tu peux nous parler un peu du choix de dire, OK, là, je me lance en politique, là. Mais tu sais, là, c'est pas juste en arrière d'un candidat ou par rapport aux médias. Là, c'est toi à la tête d'affiche, là. Mais c'est toute une histoire, hein, parce qu'il faut le dire, moi, j'ai été engagée en politique très tôt dans la vie. J'étais dans les jeunes libéraux et tout ça. Et quand Mario Dumont, lui, est à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, moi, je vais être dans un comité aviseur qui ressemble un peu au Conseil du statut de la femme qui s'appelle le Conseil permanent de la jeunesse. Et donc, je ne fais pas de politique active à ce moment-là parce que c'est comme apolitique. Et donc, on prend nos distances de la politique puis tout ça. Mais quand Mario Dumont quitte, moi, je termine à peu près mon mandat au Conseil permanent de la jeunesse et on me demande de faire partie d'un groupe de réflexion qui va s'appeler le groupe Réflexion Québec, qui est comme l'ancêtre, si on veut, de l'ADQ. Et donc, je vais commencer à travailler avec eux, à réfléchir sur différents enjeux. On va publier un document qui s'appelle Un Québec responsable. Ensuite de ça, le groupe part en tournée. Et là, on arrive donc à un carrefour. Il faut décider, est-ce qu'on reste un groupe de pression ou on devient un parti politique? Et on va décider de devenir un parti politique. Je vais présider le congrès de fondation en 1994. Et donc, je vais être pour la campagne de 1994, je vais être dans les coulisses. Je vais travailler aux communications. Mais en 98, je vais être candidate dans le comté de l'Assomption.
Et quand arrive la démission de Gilles Barry à Berthier, donc on est pour une élection partielle, le député péquiste Gilles Barry démissionne, et là, Mario Dumont m'appelle, et moi, je lui avais dit, je vais être avec toi dans les coulisses ou en avant, là où tu auras besoin de moi, parce que lui était seul hein, à porter le flambeau à l'Assemblée nationale. Alors, je trouvais qu'il avait besoin de tout le soutien possible. Et donc, il m'appelle, puis il me demande, connais-tu des gens à Berthier qui pourraient se présenter, évidemment, parce que Gilles Barry vient de démissionner, tout ça. Fait que j'ai dit, je fais le tour, je regarde ça, puis je te reviens. Et là, il me rappelle un peu plus tard, puis il dit, coudonc, connais-tu quelqu'un qui connaît des gens dans chacune des municipalités, parce qu'il y a 26 municipalités dans le comté de Berthier, et qui pourrait se présenter comme candidat. Fait que là, je dis, ben écoute, je connais du monde de telle place, telle place, telle place. Fait que là, il dit, ouais, justement, tu sais. Alors, je pense qu'il faudrait que ça serait bien si c'était toi. Alors, j'ai accepté parce que j'avais fait promesse. Donc, j'ai accepté de me présenter en pensant pas gagner. Honnêtement, j'étais allée voir mon patron, je travaillais pour IBM à ce moment-là, puis j'ai pris un congé sans solde. Et je lui ai dit, je vais revenir dans 1 mois. Mais finalement, je suis jamais retournée. Ah, c'est super! Et puis là, tu as été élu. Puis bon, c'est quoi l'expérience quand on est député? Ben, pour moi, c'est fantastique parce que tu as, la confiance du public. Puis j'avais eu vraiment une espèce de vague d'amour du public. Ça avait été des électeurs, ça avait été extraordinaire. J'avais fait vraiment une belle performance. Mais aussi, tu as une responsabilité. Donc, la responsabilité de livrer, d'être là pour les citoyens. Et ça aussi, c'est assez fantastique parce que de pouvoir sentir qu'on fait la différence, parfois dans le quotidien de gens, parce qu'il y a vraiment des personnes qui viennent voir leurs députés parce qu'ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes avec le gouvernement, ils ont des problèmes même de logement et tout ça. Donc, on aidait vraiment les gens en première ligne, les référer aux bons endroits et tout ça, mais aussi de créer des projets à plus long terme, de travailler avec les municipalités, de travailler avec les organismes, avec les entreprises pour faire du développement. Donc, ça vient nourrir une grande partie de ce qu'on peut être quand on aime contribuer. Donc, ça a été des moments vraiment exceptionnels. En même temps, c'était très difficile parce qu'on était un petit groupe. On n'était pas beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ma formation politique était très haute dans les sondages, ce qui faisait que les attentes étaient très élevées. Hein, les gens s'attendaient à ce qu'on soit capable de dire et de faire beaucoup, mais on n'était pas au gouvernement, donc on pouvait suggérer, mais on ne pouvait pas faire. Et donc ça, il y avait une certaine frustration parce que c'était difficile de pouvoir répondre aux attentes. Et quand tu te sens responsable et investi, tu te dis, ben là, il faut que je donne des réponses, mais tu n'as pas toute la machine gouvernementale qui travaille derrière toi. Là, on était une petite équipe en tout, on devait être 15, là, 5 députés, des gens dans nos comtés, puis c'est à peu près ça. Là. Et quelques personnes à l'Assemblée nationale, un petit peu plus que 15, mais pas tant. Oui, c'est ça. Quand tu n'as pas de pouvoir décisionnel en arrière, c'est très difficile de faire avancer des choses. Fait qu'on est un petit peu coincé. Est-ce que ça se peut, si je fais une parenthèse, que ça a été la plus grande frustration de Mario Dumont, d'être coincé comme ça, de ne pas pouvoir avancer les choses, parce que le pouvoir n'était pas nécessairement avec? Je ne sais pas. Je pense que quand même, il est parvenu à faire avancer certains dossiers. Je pense entre autres la disparité, là, donc on appelait ça les clauses orphelins dans le temps. C'est un des dossiers qui avait fait avancer. Il parvenait à faire des gains et c'est ça qui était exceptionnel. Mario Dumont, c'est quand même un homme politique avec un talent, je pense, assez phénoménal là, et assez exceptionnel. Donc, ça faisait en sorte qu'il était capable, malgré tout, de faire avancer certains dossiers parce que, justement, quand il était seul, dans les dossiers où ça prenait l'unanimité pour faire avancer la Chambre, ben il prenait sa voix puis il négociait sur certains dossiers. Donc, ça lui permettait de parfois aller faire certains gains. Mais c'est vrai que ça devient frustrant à un moment donné, mais je considère quand même que l'ADQ a eu une contribution assez significative au Québec, entre autres en changeant. C'est un peu le paradoxe de l'ADQ parce qu'on est un parti qui s'est créé à travers un débat constitutionnel, donc oui-non, hein, les fédéralistes, les souverainistes, et on s'est avéré à changer la discussion dans un débat qui était plus gauche-droite sur le rôle de l'État. On a amené d'autres discussions dans le débat public et ça, je pense que c'est une grande contribution de Mario Dumont et de l'ADQ en général.
Parenthèse, j'ai été très triste quand Mario est parti. Je pense que ça a touché tout le Québec. C'est vraiment un rassembleur magistral. Assez que depuis que j'ai comme pas l'impression qu'après, quand Mario est parti, tu as pris un break toi aussi de la politique. Tu as aéré beaucoup ton essence parce que jusqu'à aujourd'hui, là, ben dans le fond, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est un leader remarquable. Puis j'ai comme l'impression que lui, en se retirant, ça a changé ta donne politique ou ta contribution. Est-ce que ça se peut, ça? La mienne, clairement. Ouais. Ah, clairement. Oui, oui. C'est comme pour moi, c'est assez exceptionnel dans l'histoire d'une vie de pouvoir contribuer à fonder un parti politique. C'est quelque chose qui est assez rare. Hein? Il n'y en a pas eu des millions de partis politiques qui ont été créés au Québec. Je termine un document, un livre sur René Lévesque avec Pierre Gens. Là, on va le publier dans les prochains jours. Et c'est drôle parce que c'est une expérience qui est assez similaire. Hein? Donc, les factions, puis la capacité de travailler ensemble, puis je regarde Québec solidaire qui a fait la même chose. C'est assez unique d'avoir cette occasion-là. Et en même temps, c'est un privilège quand les gens reconnaissent ces efforts-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont tenté de créer des partis politiques au Québec qui n'ont pas eu l'aval de la population. L'ADQ a eu quand même une reconnaissance, a fait élire des gens à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas rien. Mais c'est aussi une grande liberté parce que tu bâtis la plateforme, hein, tu bâtis tout, tu n'arrives pas dans quelque chose qui existe déjà, tu construis ta maison. C'est la même chose que, tu sais, si tu décides d'adhérer à un parti politique, ben c'est comme d'adhérer à une maison où les toiles sont mises sur les murs, puis tu as le droit parfois de dire, ben j'aimerais ça changer celle-là ou celle-là, mais il y a quand même une fondation qui est très solide. Nous, on bâtissait cette fondation-là et on a pu construire quelque chose qui était à l'image de notre génération, qui était à l'image des gens qui militaient. Donc, c'est un privilège assez exceptionnel. Puis de retrouver ce kick-là, je suis pas sûre, tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident de retrouver ça, mais c'est pour ça que la parole politique, je la prends plus en analysant la politique, en commentant la politique, qu'en m'y impliquant. Intéressant. Si tu me permets, j'aimerais revenir à ton livre de René Lévesque. Bon, comment Oui. c'est arrivé, ça? C'est comme, il est merveilleux, là, il manque des éléments, on connaît pas cette chose, il faut vraiment pousser la donne. C'est quoi? C'est de la recherche? En fait, c'est intéressant. C'est un ami à moi, en fait, qui était une connaissance, qui est devenue un ami. C'est comme ça que les amitiés se créent, avec des beaux projets. Mais donc, Pierre Gens est venu me voir il y a 2 ans en me disant, j'ai une idée folle. Je ne connaissais pas Robert Bourassa, je ne lui ai jamais serré la main, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et donc, on a développé ensemble un concept de livre où on est allé à la rencontre de gens qui avaient côtoyé Robert Bourassa. Donc, ça s'est appelé Robert Bourassa et nous. Donc, c'est 45 témoignages de personnes qui ont aimé ou pas aimé, hein, parce que c'est ça, on essaie de trouver des gens de tous les horizons, donc qui représentent différents courants. Et donc, pour découvrir Robert Bourassa, l'homme et l'homme politique. Et là, une fois qu'on a eu terminé ça, on s'est dit, non, mais c'est comme, il faut faire celui qui était son espèce de vis-à-vis politique. Alors, il faut aller à la rencontre de René Lévesque. Et là, on est parti, puis on a eu le privilège de rencontrer des membres de sa famille. On a eu donc le privilège de rencontrer des gens qui ont été de ceux qui ont construit le Parti québécois avec lui, mais aussi des adversaires. Donc, on a un portrait assez global de cet homme-là, de sa façon de prendre des décisions, de sa façon d'être avec les gens, de sa façon de gérer son équipe. Alors, non, on est assez fiers de ce livre-là. Donc, ces 2 projets, finalement. Un premier volet, qui est Robert Bourassa, qui a été sorti l'année passée. Exactement, presque à pareille date, hein, c'est ça. Ils sont sortis 1 an, presque jour pour jour de différence. Là. Donc, c'est presque des jumeaux identiques à 1 an de différence. Avec un lancement différent aussi, parce que là, on ne peut plus se réunir pour la COVID. Alors, comment vous allez le lancer, celui-là? Ben, c'est effectivement quelque chose qui me fait un peu de peine parce que la beauté du lancement de Robert Bourassa, c'est qu'il y avait les acteurs étaient là. Donc, les témoins, hein, on les appelle comme ça, nos témoins étaient là. Donc, imagine donc tous ces gens-là réunis dans une salle qui jasent, qui parlent de cette époque-là, combien c'est riche parce qu'ils parlent avec des gens qui ne l'ont pas vécu. Et là, tout le monde partage sa perception. Il y a quelque chose de très, très riche là-dedans. Je trouve comme rencontre humaine. Mais
Là, on ne pouvait pas le faire comme ça, sauf qu'on a voulu quand même qu'il y ait cette rencontre-là, qu'il y ait cette espèce d'échange-là sur que chacun puisse échanger sur son René Lévesque. Évidemment, ça va être moins convivial parce que ça va être sur une plateforme technologique, mais on va faire un panel où des gens vont venir nous parler de leur René Lévesque et on va échanger avec des personnes qui vont participer aussi. Donc, on va essayer de créer une espèce de climat de fête, malgré tout, avec la technologie. Est-ce que ces livres sont disponibles, exemple, sur Renaud Bré ou partout, là? À partir, donc, Robert Bourassa et nous est disponible dès maintenant et René Lévesque et nous va être disponible à partir du 28 octobre. Donc, au moment de la publication, ils seront disponibles tous les deux. Troisième volet, un autre qui s'en viendrait? Bien, on se dit que ce format-là de Et nous n'a pas de fin. Hein. Ça pourrait être les médias et nous, ça peut être, je ne sais pas, un joueur de hockey et nous. Donc, on est en train de réfléchir à quel genre de patte on peut donner à ce projet-là pour qu'on soit en mesure de lui donner encore plus de vie. Alors, on réfléchit encore, mais il n'y a pas de projet fixé pour l'instant. Mario Dumont et nous. Ah, mais ça serait intéressant. Mais en même temps, on n'est pas sûr si on veut aller vers les gens qui sont vivants. Parce que c'est plus compliqué à ce moment-là, parce qu'il reste une partie de ta vie. Il y a des choses qui ne seront pas complétées. Donc, on se dit, est-ce qu'on veut aller là? Fait que ça fait partie de la réflexion. Mais ce serait effectivement très riche parce que je pense que beaucoup de gens connaissent mal Mario Dumont dans le sens où ils s'en sont fait une idée sans connaître, je dirais, souvent, parce que Mario a souvent l'air très décisif, très cartésien et tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a un immense cœur et peut-être que ça pourrait nous permettre de faire valoir ça quelque part. Intéressant, Marie. Ben, en tout cas, félicitations pour la réalisation de ces deux ouvrages-là qui vont passer Merci. Probablement dans les cours d'histoire éventuellement. Ah, ben, on espère en tout cas que ça puisse éclairer. Pierre et moi, on le faisait dans cette perspective-là, puis on était toujours surpris à chaque fois qu'on sortait d'une entrevue en disant « Ah, c'est drôle, hein? On n'aurait pas pensé ça parce qu'on part de nos perceptions. » Et c'est là-dessus qu'on joue d'ailleurs beaucoup dans ce livre-là. Dans le fond, chacun a sa perception de ce qu'il a vécu avec ce leader-là. Et parfois, pour la même histoire, on a deux versions totalement différentes parce que la perception, c'est souvent la réalité hein, quand on l'a vécu. Est-ce qu'on t'entend encore à la radio, ici et là, le matin, l'après-midi? Exactement. Quand c'est le temps du coup politique, Marie-Grégoire arrive? Oui, bien, je fais toujours, je fais 3 fois par semaine l'émission Tout un matin avec Patrick Masbourian et je partage le micro avec André Pratt et avec Jean-François Lisée. Le samedi, je suis avec Alain Gravel, avec qui j'avais commencé à faire le matin, donc je le retrouve maintenant les samedis avec François Cardinal au Fait d'abord. Et je fais aussi de la radio dans la région de Québec. Je fais Première heure, qui est l'émission du matin de Radio-Canada. Et je contribue à la télévision à l'émission qui s'appelle On va se le dire, qui est une émission où on parle de tout et de rien, vraiment dans la bonne humeur. C'est vraiment très plaisant parce qu'on est capable de parler d'enjeux très sérieux, comme parler de la crise d'octobre, mais en même temps, dans la même émission, de parler de choses plus ludiques. Donc, des fois, ça permet de désamorcer et d'aborder les choses avec des angles un peu différents. Et ça stimule beaucoup ce genre de communication-là. Vraiment beaucoup, oui. C'est ce que j'aime le plus, je dirais, d'être capable de vulgariser, de rendre accessible, d'échanger. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi, en tout cas, l'essence de ce que je me suis donné comme objectif. C'est de rendre la politique moins ou plus comestible, de faire en sorte que les gens s'y intéressent parce que ça revient toujours à la même chose. Hein? Si on ne s'intéresse pas à la politique, il y a un vieux dicton qui dit que la politique va s'occuper de nous, mais chaque fois qu'on vote, ben, on vote aussi pour un modèle de société dans lequel on va vivre et on vote pour les gens qui sont plus motivés par les sous, bien, on vote aussi par l'argent qui va nous rester sur notre rapport d'impôt, hein, parce qu'on vote en fonction de plus de services publics, de moins de services publics autrement, organisés différemment. Et ça a un impact sur notre vie collective. Et c'est ça qui me motive beaucoup de dire aux gens que la politique, c'est
je dirais, notre carrefour où on peut échanger sur notre façon de vivre ensemble, sur ce qu'on trouve important et sur les éléments essentiels, sur comment prendre, par exemple, soin de nos plus démunis ou de donner des chances égales à nos tout-petits. Très, très, très captivant parce que la reconnaissance du public, elle est beaucoup là au niveau de l'amour qu'il porte pour toi. Il adore la manière que c'est expliqué, il adore la manière à quel point que tout devient facile, tout devient clair, puis toutes les situations sont toujours bien présentées. Les personnes qui t'aiment, Marie, t'aiment vraiment beaucoup. Hein? C'est ça, c'est une grande vague de personnes qui s'intéressent à l'évolution de la communauté. Mais ta représentation, elle est beaucoup, beaucoup admirée. Et même, dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est vraiment ça, en Marie-Grégoire, c'est top niveau, là. C'est nickel. Ah, ben c'est gentil. Moi, je le fais vraiment dans la perspective de contribuer. Comme je l'ai dit, c'est mon fil conducteur, c'est ce qui me motive beaucoup dans ma vie. Donc, dans cette perspective-là, mon Dieu, si les gens ils trouvent leur compte là-dedans, ça me fait encore plus plaisir, je te dirais. Est-ce que tu as pensé à développer le média écrit, exemple, une rubrique dans un journal? J'ai eu longtemps, pendant 10 ans. Oui. J'ai écrit dans le journal Métro. En fait, c'est un peu comme ça que ma carrière médiatique a commencé. Évidemment, j'ai fait de la politique, là, donc j'ai eu une reconnaissance en ce sens-là. Mais c'est le journal Métro qui m'a ouvert la porte en premier. J'écrivais une chronique hebdomadaire pendant plus de 10 ans. Ça s'est terminé il y a quelques années parce que, bon, il faut renouveler le stock, j'imagine. Et là, après ça, quelques mois après, c'est la radio qui est arrivée dans ma vie. J'ai fait la première année de l'émission de Paul Oud, Le retour à la maison à Cogeco. Et comme ça s'est tranquillement, pas vite, c'est devenu comme une partie intégrante de ma vie. Et en 2007, en préparation de la campagne électorale de 2007, on m'a interpellée pour faire partie des ex. Et là, ça a pris encore plus de place dans ma vie. Mais j'avais ce petit pied-là dans les médias à partir de 2004. Bon, ben parlons-en du Club des Ex de 2007 à 2015 à Radio-Canada où on échangeait autour d'une table avec Simon du Rivage et Lisa Fuller, encore. Exactement. En fait, on a eu plusieurs formules. Hein. Il y a eu la première formule de départ avec Simon, Lisa et Jean-Pierre Charbonneau. Donc, ça, c'était la mouture initiale. Ensuite de ça, il y a Michel Vien qui a animé l'émission. Moi, j'ai pris une petite pause d'1 an. Et j'ai continué jusqu'à cette année où maintenant, ils ont refait la formule pour les mordus de politique. Mais ça a été une émission qui a été en ondes quand même pendant 13 ans et j'en ai fait partie pendant 12 ans. Et ça revenait à ce qu'on se disait tantôt, c'est que ça permettait aux gens de pouvoir avoir un arc-en-ciel de positions politiques. Et il faut dire qu'on était là, tu sais, au départ, on représentait vraiment nos formations, mais à la fin, ça a beaucoup évolué comme formule et on n'était plus liés et on était là comme vraiment pour analyser la politique. Mais les gens pouvaient en prendre un peu de Lisa, un peu de Jean-Pierre, un peu de moi et faire leur propre opinion. Et ça, moi, je trouvais que c'était fantastique parce que ça donne de l'autonomie de pensée aux citoyens, à l'électeur. Et avec Simon et avec nos animateurs jusqu'à Julie Drolet, je pense, on avait des animateurs qui nous permettaient d'aller là, qui nous laissaient de l'espace et qui faisaient en sorte que, je pense que les auditeurs, les téléspectateurs en sortaient gagnants. Là, aujourd'hui, avec tes chroniques radio, parce que là, qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est quoi ton emploi? Là, tu n'es plus d'entreprise. Je suis travailleur autonome, mais pas une entreprise qui engage des gens. Mais donc, je fais différentes choses. J'ai un magazine qui s'appelle Première en affaires, donc avec une partenaire qui s'appelle Déborah Lévy, qui est extraordinaire. Première en affaires, ça se veut, on se dit qu'on veut être le carrefour de l'information du développement économique au féminin. Ce qu'on veut, c'est entendre la voix des femmes entrepreneurs, des femmes en région qui sont gestionnaires dans des entreprises, des femmes qui sont dans les grandes tours à bureaux à Montréal qui gèrent des grandes corporations. Donc, c'est l'optique qu'on s'est donnée, c'est la place et le pouvoir des femmes dans la société, de donner une voix à ces femmes-là. Et
pas juste à un courant, parce qu'on sait que nous, on dit que des féminismes, donc des féminismes qui s'expriment de différentes façons, et on essaie de créer donc un choc des idées entre ces féminismes-là pour faire avancer la place des femmes dans la société. Super intéressant. Hein? Bravo, bravo. Moi, j'ai des questions partout. Ben, c'est quoi? C'est une revue papier? C'est une revue web? Comment on a fait? C'est les deux. Donc, on publie papier quelques fois par année, mais on a aussi un hebdomadaire qu'on a créé pendant la pandémie, hein, parce que on ne savait plus trop par quel bout se prendre, puis on se disait qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on a commencé à faire une quotidienne, mais de toute évidence, on n'était pas là pour se substituer aux grands médias qui ont des moyens beaucoup plus grands que les nôtres. Alors, on a décidé maintenant de faire un hebdo où ça a commencé parce qu'on voulait avoir la perspective des femmes dans leur gestion de la crise, de la pandémie, comment elles géraient leur entreprise, comment elles géraient leur équipe, comment elles géraient le télétravail, donc tous les aspects, la conciliation travail-famille et tout ça. Et le pouvoir. On a eu Mélanie Joly qui est venue nous parler de comment le gouvernement gérait la crise dans les premiers moments. Et donc, c'est devenu un hebdomadaire qu'on met maintenant en ligne qui permet aux gens d'apprendre à gérer dans la crise. Ensuite de ça, c'est quoi, excuse-moi? L'adresse du site? Oupelaï. Mais c'est surtout très partagé sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est la meilleure chose, c'est sur LinkedIn ou sur Twitter, de vous abonner à Première en Affaires, puis vous allez voir, on est ce carrefour d'informations du développement économique au féminin. Donc, c'est on va y aller. Exactement. Et je m'occupe aussi du MAG. Je suis rédactrice en chef du MAG, qui est le Journal économique de Laval, qui est édité par la Chambre de commerce de Laval. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Et je trouve exceptionnel de voir justement à ce moment-ci, dans une crise de COVID, la résilience des entreprises, la créativité des entreprises de Laval. Et donc, j'ai développé cet amour-là pour le développement économique à Laval depuis plusieurs années. Et le MAG se veut cette voie-là. Et j'anime des événements, beaucoup, ces jours-ci. Des événements où je fais beaucoup d'entrevues, d'animation de panels et tout ça, mais en ligne, en majorité, ou parfois dans des studios, mais avec des participants en ligne pour respecter toutes les règles socio-sanitaires. Mais ça me permet, ça aussi, je trouve, de garder l'esprit ouvert, donc de parler avec des infirmières, de parler avec des gestionnaires d'ordre professionnel, de parler avec des entrepreneurs, avec des repreneurs, parce que je participais tout récemment à un événement où on lançait un livre pour les gens qui ont envie de prendre des entreprises qui sont déjà en place et d'en faire leur projet d'affaires et tout ça. Donc, c'est beaucoup dans le secteur économique, mais aussi social. Donc, je fais de l'animation comme ça, en plus de travailler sur un projet d'émission avec Vincent Gratton qui s'appelle « Ça prend un village », qui est diffusé depuis 3 ans maintenant, dans le temps des fêtes et l'été. Hey, c'est donc le fun. Qu'est-ce qui s'en vient pour cette émission-là? Ben là, Noël s'en vient, donc. Exactement. Donc, on est en train de préparer nos thèmes de Noël. Et on ne veut pas faire, on ne parle pas de Noël et le jour de l'an, mais des thèmes qui nous font réfléchir dans le temps des fêtes. Ce qu'on aime beaucoup à Ça prend un village, c'est de prendre un thème et d'en faire un peu le tour avec une perspective très communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la communauté? Comment on s'entraide? On en a fait sur différents thèmes, mais là, on pense beaucoup à des thèmes qui sont inspirés par la COVID, justement, sur cette entraide, sur cette capacité de prendre soin de l'autre. Donc, on réfléchit autour de ces cercles-là. C'est tellement intéressant. Écoute, il te reste du temps pour une vie familiale? Ah oui, il fait tellement, tellement. Oui, parce que ça, c'est ce qui est l'essentiel, hein? C'est l'assise, la vie de famille. Et pour moi, c'est super important. Puis, évidemment, pendant la COVID, on ne pouvait pas se visiter et on ne peut toujours pas se visiter comme on veut. Alors, pendant la COVID, ce qu'on a fait pour être capable de rester ensemble, c'est qu'on s'est fait des bingos hebdomadaires. Alors, tous les vendredis soirs, on se branchait sur Zoom. Puis aucune obligation. Si ça vous tente, si vous êtes dans le mood, si vous n'êtes pas dans le mood, vous ne vous branchez pas, c'est pas grave, on reviendra la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mais on s'est fait des bingos, ce qui a permis, je pense, à tout le monde de rester ensemble. Donc, mes tantes, ma mère, mon père, sa conjointe, tout ça. On était toute une gang, ma nièce, mon neveu, mon fils. Et là,
cet été, évidemment, on avait fait relâche parce qu'on pouvait se visiter un peu plus. Et là, on a repris du service, là, tranquillement, pas vite. On remet nos petits bingos en place. Puis ça permet aux gens, je pense, de se tenir ensemble, de se parler, parce qu'on peut se sentir assez isolé dans cette période-ci. Fait qu'il y a le cocon de base, qui est mon chum, mon fils et moi, mais après ça, la grande famille, c'est important de pouvoir maintenir ça puis tisser les liens pour s'assurer que personne n'est laissé de côté et que tout le monde se sent appuyé, là, que tout le monde se sent là. Marie, j'ouvre une parenthèse par rapport à ton conjoint. Ça fait quoi d'être le conjoint de Marie Grégoire? Parce que c'est quelque chose, là. C'est pas n'importe qui peut être le conjoint de c'est Marie gentil, mais Grégoire. je pense que j'ai un conjoint qui est exceptionnel. Premièrement, il y a sa vie professionnelle qui est très florissante. C'est un universitaire qui publie beaucoup, qui enseigne, et qui dirige des étudiants de façon exceptionnelle, mais c'est aussi quelqu'un qui prend de la parole publique parce qu'il commente avec sa grille universitaire, évidemment, mais il est souvent appelé comme expert pour commenter l'actualité. Et donc, je pense qu'il a son identité bien à lui. C'est pas le chum de Marie, c'est Éric. Et moi, la même chose. Je pense qu'on a là-dessus une vie assez, en fait, très égalitaire. On a chacun nos carrières, chacun nos aspirations professionnelles et je pense qu'ils se conjuguent bien. Il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que c'est impossible d'être avec nous sans parler de politique parce qu'il est prof de sciences politiques et j'ai un fils qui étudie en droit constitutionnel, qui fait son doctorat en droit constitutionnel. Je dis toujours que je suis la tweet du groupe parce que je vis avec un doctorant et quelqu'un qui est donc docteur dans son champ d'expertise. Mais on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai pas besoin de Google. J'ai les deux hommes de ma vie. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, je leur demande. Oui, mais parlons de ton fils. Il voyage beaucoup. Premièrement, la bosse des voyages est très présente. Et puis là, c'est pas juste je fais mon doctorat, mais il le fait en Irlande, il le fait à Oxford, il va à Harvard, il va dans les meilleures écoles du monde. C'est spécial. Bravo comme style d'éducation. Bien, en fait, il y a un talent exceptionnel. Puis je pense que c'est comme ça qu'il a pu aussi entrer dans des bonnes universités, que ça soit dans une école d'été à Harvard ou que ça soit pour faire sa maîtrise à LSI ou encore aller faire son doctorat à Trinity College. Mais il le fait par lui-même. C'est quelque chose qui il a été habité. Puis c'est très drôle parce que dans son parcours scolaire, il a toujours dit qu'il voulait être économiste dans la vie. Toute sa jeune enfance, là, puis sa jeune adolescence, là, il voulait être économiste dans la vie. Et quand est venu le temps de faire son entrée à l'université, moi, la seule chose, c'est que je me disais, il faut juste qu'il ouvre ses horizons tout d'un coup, qu'il y a autre chose qui lui plaît dans la vie, puis qu'il ne le voit pas. T'sais. Alors, j'étais un peu gossante, comme toutes les mamans, et je lui disais, fais pas juste envoyer une demande d'admission, trouve autre chose dans lequel tu aimerais peut-être aller voir s'il y a quelque chose là pour toi. Et donc, il a décidé de s'inscrire en droit comme deuxième choix, ce qui est assez rare. Habituellement, les gens s'inscrivent en droit et ont un deuxième choix. Lui, c'était économie premier choix et droit en deuxième choix. Puis, il a été admis dans les deux. Et là, à un moment donné, bon, je suis sûre qu'il va s'inscrire en économie, là, parce que c'est ça qu'il aime dans la vie puis c'est ça qu'il veut faire. Et j'ai reçu un texto un matin où il me dit « Ah, finalement, je me suis inscrit en droit. Bonne journée. » Ah bon? Alors, mais il a fait donc son droit à l'Université Laval et dans le programme, il y a une perspective où on peut, une possibilité plutôt où on peut aller étudier à l'étranger. Et il est allé étudier en Finlande, à Turku, pendant une session. Et je pense qu'il y a eu la piqûre parce que je dois dire qu'il n'était pas... il avait fait une école d'été aux États-Unis préalablement, mais ce n'était pas ça nécessairement. Il voyageait beaucoup avec nous, mais ce n'était pas nécessairement ça. Et je pense que ça lui a permis de voir qu'il y avait comme d'autres choses, puis que de voir d'autres perspectives, ça pouvait être enrichissant pour lui. Alors, il a fini son bac, il a fait son barreau, et par la suite, il s'est inscrit donc à la maîtrise en Angleterre, puis il a décidé, encore là, on pensait que c'était juste pour la maîtrise, puis qu'il reviendrait faire son doctorat au Québec ou quelque part au Canada. Puis, il a décidé de poursuivre. Il avait été admis à Ottawa, puis il avait été admis à Trinity, puis il a décidé de poursuivre à Trinity. C'est super. Ça fait quoi, justement, de voir un jeune homme aussi captivant et impliqué que tu l'étais, mais à sa sauce, finalement? Bien,
Mon fils, pour moi, je dis toujours que c'est mon héros là, parce que c'est ça, il est capable de surmonter ses difficultés. Il a beaucoup, beaucoup de résilience. Il est engagé, effectivement, parce qu'il continue d'être engagé. Il est engagé dans le milieu étudiant, il est engagé en politique. Il fait ça, évidemment, engagé aussi dans le milieu universitaire. Il a commencé, tu sais, c'est un petit loup comme dans le monde universitaire. Il est tout neuf. Il aborde sa deuxième année, mais donc, il a fait des conférences, il a écrit des papiers, il est très engagé dans sa réussite. Alors, peu importe où il va atterrir, je pense qu'il pourra dire qu'il a tout fait. Il ne se ferme pas de porte, il ouvre toutes les portes, il essaie des choses, il se met à risque. Et ça, je trouve que c'est une très belle qualité. Autre chose, parce que là, tu sais, t'es un peu à Montréal, t'es un peu à Québec, t'es un peu partout. Marie, comment tu fais? C'est beaucoup de voyagement, en tout cas. Oui. À un moment donné, ça te prend des pieds à terre à quelque part. Tu peux pas. Ben, ça fait partie des choses. Dans ma vie, ça a l'air que je gère du pied carré, mais c'est très drôle. C'était pas comme ça que je voyais ma vie particulièrement. Tu sais, comme j'étais une fille assez enracinée, j'ai été dans la même région, j'ai vécu dans la même région, donc j'ai vécu dans la Naudière du début de ma vie jusqu'à il y a 10 ans. Et là, tout à coup, en fait, tout a déboulé parce que mon fils a décidé d'aller étudier à Québec. Et on avait acheté un pied-à-terre quand mon conjoint a décidé de faire son doctorat. Puis on avait trouvé, c'était une aubaine, puis c'était bien situé, puis on avait décidé que c'était comme un peu le chalet. Là, on avait un petit condo à Québec, puis c'était ça notre affaire. Puis mon fils a décidé qu'il allait étudier à Québec, donc il allait vivre dans notre petit chalet. Alors, mais moi, je n'allais pas garder la maison qui était dans la région de la Naudière, puis vivre là seul pendant que mon chum enseignait à Laval, à l'Université Laval, puis mon fils étudiait à Québec. Alors, on a décidé de vendre la maison de l'Assomption. J'ai acheté un petit pied à terre à Montréal parce que c'est là où je travaille la majorité du temps. Puis, on a construit là où c'est vraiment notre maison. C'est dans Charlevoix, donc à Petite-Rivière-Saint-François. Puis, c'est une histoire assez jolie, c'est que on avait loué des chalets là dans le temps des fêtes. Et c'est drôle parce que mon fils ne voyageait pas encore à ce moment-là sans nous. Là, il était plus jeune. Et je lui avais dit, quand on a vendu la maison qui est rentrée au cégep, j'ai dit, peu importe où tu vas être dans le monde, bien que je vais être ici. Là, non, j'ai dit, peu importe où tu vas être dans le monde, à quel endroit tu aimerais poser tes valises quand tu vas revenir pour le temps des fêtes. Et je ne pensais pas dire aussi vrai, tu sais. Mais et il m'a dit, pour moi, Charlevoix, c'est le paradis. Alors, on est parti en quête d'un terrain. On est allé se promener dans Charlevoix, Petite-Rivière, tout ça, puis on a trouvé un terrain qui faisait notre affaire, puis on a construit là. Et ça va faire, en fait, la semaine prochaine, ça va faire 8 ans qu'on est installé là. Et c'est là où je dis toujours qu'on a nos albums de photos. C'est là où nos amis viennent nous voir, quand on peut, évidemment. Mais c'est là où on fait les parties de famille. C'est devenu notre cocon. C'est mon équilibre parce que c'est là où je vais marcher dans le bois, c'est là où je vais faire de la raquette, c'est là où je fais du ski, c'est là où je suis dehors parce que moi, c'est là où je me sens pleinement libre, pleinement vivante. C'est quand je suis dehors, quand je marche dans le bois. Alors, on est vraiment servi pour ça. Les projets à venir, Marie, pour toi, ben là, on a parlé tantôt du court terme, mais y a-t-il des projets où là, c'est beaucoup plus projeté? Ah non, pour moi, je suis assez, je suis pas une fille de plan de carrière. Hein. Il y en a qui ont ça, puis avec des grands objectifs et tout ça. Moi, je dirais, puis je pense qu'avec l'entrevue qu'on vient de faire, c'est assez clair. Je vais là où mon cœur me mène. Je vois là où, hein, c'est ça. Fait que quand je sens que j'ai un coup de cœur, j'y vais. J'ai le syndrome de Mary Poppins. Alors, quand je sens que je suis plus utile quelque part, je peux partir. Ça m'est arrivé de quitter des emplois parce que je sentais que ma contribution était faite, puis je voulais aller ailleurs, justement, ouvrir mon grand sac, puis mettre ma patère quelque part. Mais donc, non, pour moi, c'est ça. C'est d'être capable de sentir que j'ai une contribution, que je peux faire une différence. Et tant que j'ai cette impression-là dans ce que je fais, comme je suis pas en train de regarder ailleurs, mais quand je sens que je peux aller poser une petite pierre quelque part pour faire une différence, c'est ça qui m'inspire. En tout cas, la différence est faite, Marie, parce que la femme en toi qui s'accomplit dans un monde d'hommes, finalement, la business, la politique, la communication, tout ça,
majoritairement, historiquement, plus réservé aux hommes. Mais tu es arrivé là avec ton cœur, puis ton discernement. Puis, écoute, c'est super ce que tu as accompli. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Si Marie avait un message à dire, là, ou à léguer, mettons, s'il y a un leg, de qu'est-ce que Marie léguerait comme sagesse? Ben, je te dirais, il y a deux aspects. Je pense que justement, il faut avoir de suivre, de suivre son instinct. Je pense que c'est ça. Ça veut dire que d'avoir de l'ambition, c'est pas une finalité en soi. Il faut avoir l'intention d'accomplir quelque chose avec cette ambition-là. Puis ça, je pense qu'après ça, ça devient de l'authenticité. Puis les gens ont envie d'ouvrir la porte aux gens authentiques. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre élément, c'est de s'intéresser, évidemment, puis c'est ça de s'intéresser à la chose publique, de faire en sorte que, ne serait-ce que de comprendre, ça ne veut pas dire de s'engager, ça ne veut pas dire, parce qu'on a chacun notre façon de contribuer, ça peut être de contribuer en s'occupant de notre famille, en se donnant dans notre travail. Ça, je pense que chacun doit suivre sa voie, mais de s'investir pour comprendre la chose publique, puis de juste être là comme citoyen, être présent comme citoyen. Je pense que ce serait déjà assez exceptionnel. Des coups de cœur de l'histoire, si tu prends l'histoire du Québec en général, là, je sais que tu as fait des livres que tu aimais beaucoup, mais sinon, là, tes événements ou quelque chose qui t'a nourri, qui t'a inspiré. Là. Bien, évidemment, j'ai eu le privilège de visiter l'Afrique du Sud et je te dirais que si il y a une personne qui m'inspire, puis je sais, c'est rendu que ça fait cliché, mais c'est clairement Nelson Mandela, parce qu'il est parvenu à créer un dialogue entre des gens qui ne se parlaient pas. Et je pense que ça, c'est le grand défi qu'on a à l'époque où on se parle maintenant. On aurait besoin d'un Mandela pour être capable de mettre d'être capable de mettre du sens dans cette société-là. Je trouve qu'on manque un peu de sens ces jours-ci. Donc, je dirais que oui, d'avoir un Mandela, parce que Mandela est arrivé avec de Klerk, il faut le dire, hein, avec son opposant, avec son geôlier, est arrivé à remettre un pays sur les rails. Je pense que l'Afrique du Sud s'ennuie de Mandela aujourd'hui, mais quand même, ce qu'il a fait reste déterminant pour la suite des choses. Puis beaucoup de gens se réclament de lui, mais il faudrait peut-être se mettre à agir comme lui et tenter de rester ouvert à l'opinion de l'autre, tenter de trouver des ponts pour maintenir la communication ouverte, parce que je trouve qu'on vit dans des mondes polarisés où le dialogue devient de plus en plus difficile. Wow, merveilleux. Très, très intéressant. Puis la seule question que je vais adresser à ta culture politique et connaissance extraordinaire de tout ce qui est public, là. Les solutions économiques pour que le Québec soit autonome et en santé, selon ton jugement, c'est quoi? Comment on peut relever toute cette problématique-là? Et c'est un grand défi, mais je vais te répondre par quelque chose qui semble pas à première vue être la solution, mais c'est de faire du Québec une société apprenante. Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je contribue j'essaie de donner un coup de main à la Fondation pour l'alphabétisation parce que, pour moi, si les citoyens québécois ont les outils, s'ils sont capables de lire, d'écrire, s'ils ont la compétence en numératie, en technologie, donc s'ils sont capables d'apprendre à apprendre, le Québec va avoir une agilité extraordinaire et va pouvoir s'adapter à tous les enjeux qui vont se présenter. Donc, c'est vraiment ça pour moi la solution. Quand le gouvernement actuel dit il faut mettre l'éducation de l'avant, oui, mais il faut aussi ne pas laisser personne derrière. Donc, ceux qui n'étaient pas dans le train au départ, il faut aller les rechercher, il faut les faire monter, il faut travailler à partir des CPE à briser justement le cycle. Donc, il faut s'assurer qu'on devienne une société où apprendre toute la vie, c'est l'objectif pas juste de l'État, mais l'objectif de chacune des personnes. La question, la réponse est tellement bonne, j'ai des frissons partout, ça me tente quasiment de te dire la même chose, mais au niveau écologique, comment on peut aider le fleuve Saint-Laurent, mettons, et tout ça, là. Toi qui est à ses côtés, d'ailleurs. Oui. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider vraiment le Québec là, au niveau écologique, parce que la conscience individuelle, il y en a beaucoup. Ben, je pense que c'est ça, hein, c'est que ça prend... Tout ne peut pas être fait par le gouvernement.
Puis dans ma grille de pensée, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est le partage des responsabilités. L'État a des responsabilités. Dans la communauté, il y a les entreprises, ils ont chacun leurs responsabilités et l'individu a sa responsabilité. On ne peut pas juste dire le gouvernement va s'en occuper puis la crise écologique va se régler. On a nos gestes à faire, les entreprises, les municipalités ont leurs gestes à faire et les gouvernements ont leurs gestes à faire. Alors, si chacun y met du sien, je pense qu'on va finir par y arriver, on va finir par se conscientiser. Puis malheureusement, la crise de la COVID actuellement fait en sorte qu'on a certains reculs parce qu'on utilise plus de jetables qu'on n'en a jamais utilisé. On était rendu là, hein? On était rendu à ne pas utiliser beaucoup de jetables. On était sensible à l'utilisation du plastique et tout ça. Et là, on se fait dire que, par exemple, les masques de procédure sont mieux que les masques qui sont faits à la main. Bien, ça, c'est des masques qui sont jetables. Alors, il faut trouver là-dedans, puis on l'a vu, l'innovation québécoise est capable de faire des choses. Ça, c'est l'autre volet qui est important. Tu sais, on a vu des N95 qui sont maintenant réutilisables, qui ont été faits par une entreprise de l'Estrie. Il faut qu'on innove et qu'on soit capable, dans notre responsabilité partagée, d'utiliser l'innovation pour être en mesure de protéger notre planète. Sincèrement, félicitations pour tous les éléments à lesquels tu portes ton intérêt, ton attention, Marie. C'est spectaculaire, c'est wow, ah, mon Dieu, avec beaucoup non. de gratitude, félicitations et merci d'ouvrir toutes ces portes-là avec un grand vent de fraîcheur, de douceur, de connaissance, de plaisir. C'est extraordinaire ta création, Marie. Félicitations. Merci infiniment. Ben, merci à toi. Merci de m'avoir donné ce temps-là pour échanger avec toi. Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir donné de ton temps avec moi. Et j'aimerais te remercier en t'offrant mon livre Guérir avec les stars. J'ai fait une entrevue, moi, avec l'âme de René Lévesque. Fait que si ça te tente d'avoir une de ces dernières, c'est en 2016, en fait, que j'ai eu mon entrevue avec lui. J'aimerais te partager pour te donner l'aspect conscience qui peut-être en arrière de ton projet saura dire ou confirmer des choses, peut-être. Hein? Peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que je mets un site Internet ou quelque chose? Non, j'ai absolument rien. OK, parfait. Puis. Ben, tu sais, si tu veux mettre. Non, c'est ça. Non, j'ai pas de Facebook, j'ai juste Twitter, puis je m'en sers vraiment pour le travail. Fait qu'il n'y a pas. Non, j'ai pas grand-chose. Parfait. Merci infiniment, Marie. Puis bonne chance pour tout ça. Et puis, ben, toi aussi. Bonne continuation. Puis merci pour tout. Merci beaucoup. Bye bye.